Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Comprendre cet univers numérique dans lequel nous évoluons tous. Nous avons vu précédemment la notion d'information, la notion de message, la notion de signal, le message dématérialisé dans un signal électromagnétique, ça donne envie. Eh bien aujourd'hui, nous allons pousser le raisonnement jusqu'à son terme, nous allons voir la notion de données numériques, ce qui nous amènera assez naturellement à survoler de manière juste pragmatique le droit des bases de données. Donc ce troisième épisode sera très concentré sur cette notion de données et droit des bases de données, mais nous traiterons toujours de cette tâche de fond de cette notion d'information, message, signal, données et secret. Parce qu'aujourd'hui, vous pourriez, comme je le suis parfois, avoir le sentiment d'être perdu dans cet univers du numérique, tous ces termes barbares, communication électronique, vulnérabilité, blockchain, big data, cyberattaque, sécurité des systèmes d'information. Eh bien, pour donner un peu de perspective, voilà un nouvel épisode où avec une approche historique, technique et juridique autour de cette notion d'information, message, signal et données. Car science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Si vous êtes juriste et que vous ne comprenez pas ce que vous devez écrire, si vous êtes technicien et que vous ne savez pas pourquoi vous développez et comment ces outils fantastiques que vous utilisez seront en réalité utilisés par les utilisateurs, ça ne marchera pas. J'ai encore oublié de me présenter. Je suis Supera. Je suis avocat au cabinet Constellation.lo et nous gérons uniquement des problématiques techniques et juridiques autour du numérique, le Digital Project for Digital Legal. C'est magnifique. Pour comprendre, pour rendre toutes ces notions un peu barbares, un peu techniques, un peu plus abordables, eh bien, j'ai fait le choix de vous le présenter en bande dessinée. Et pour vous aider à vous y retrouver, en plus, vous verrez apparaître dans certaines images des pictogrammes, que je fais moi-même, qui donneront peut-être un peu de facilité, de compréhension de l'ensemble. Voilà, donc toujours ce même fil conducteur, les problèmes d'hier sont les mêmes que ceux que l'on rencontre aujourd'hui. Information, message, données, comment on va transporter, comment on va conserver le secret de ces précieuses informations, de ces précieuses données. Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue dans cet univers fantastique de bande dessinée, la nef des fous, où ils sont vraiment un peu fous. Nous allons commencer par cette notion de données numériques binaires. C'est pas évident à comprendre. Petit parcours historique, donc petit rappel. L'information, c'est la valeur ajoutée, le savoir, le renseignement. Le prochain épisode traitera de la notion de information et renseignement au niveau des services de renseignement. Vous verrez, c'est assez intéressant. Message, aujourd'hui, données numériques. Donc pour refaire cette synthèse, dès le départ, pour que vous puissiez adhérer à cette démonstration, l'information, c'est le côté subjectif, c'est la valeur ajoutée. Le signal, c'est l'enveloppe qui va permettre la communication de l'information, son transfert, son transport, appelez-le comme vous voulez. Et en fait, ce message va être composé de données numériques. Ces données numériques vont permettre de composer de manière coordonnée un message qui va permettre de véhiculer une information depuis son expéditeur jusqu'à son destinataire. Cette notion de données, pour la comprendre, comme toujours, je pars de dictionnaire ou de Wikipédia. Voilà. Qu'est-ce que nous dit le professeur Serge Abitboul, du Collège de France quand même, hein, j'ai choisi quelqu'un dont a priori on va écouter son discours. Qu'est-ce que c'est qu'une donnée? C'est une description élémentaire d'une réalité, c'est une observation, c'est une mesure. En fait, ce serait presque une information brute qui en elle-même n'apporte rien. C'est la valeur élémentaire qui va permettre de composer après une véritable information, qui va permettre de véhiculer cette fameuse valeur ajoutée, ce renseignement parfois si précieux. Voilà, quand vous l'abordez sur l'aspect plus académique, dans le larousse.fr, ce que vous pourrez aller vérifier en ligne bien sûr, la représentation conventionnelle d'une information en vue de son traitement informatique. La définition est parfaitement exacte, elle est juste un petit peu difficile à comprendre.
je vais vous proposer ce parcours illustré de manière à ce que ce soit plus facile à intégrer pour vous. En repartant de Wikipédia, toujours de la même manière, qu'est-ce que c'est qu'une donnée informatique? La notion de donnée est assez liée à tout cet univers informatique et numérique. Vous voyez, une donnée est la représentation d'une information. Vous voyez, c'est toujours cette notion d'information qui vient. C'est la valeur ajoutée qu'on va découper en petits morceaux de manière à composer un message qui pourra être traité dans un programme d'ordinateur, un logiciel, software en anglais, évidemment. Donc voilà, l'information forme le message pour sa communication et cette information est tout simplement composée de données numériques. La réalité est aussi simple que celle-là. Maintenant, données numériques, qui dit numérique dit binaire. Et binaire, vous le voyez sur cette image, c'est oui, c'est non, c'est 0, c'est 1, c'est le yin, c'est le yang. Et effectivement, quand on s'intéresse à l'histoire, pour comprendre cette notion de données binaires, eh bien, vous voyez que la notion de binaire est extrêmement ancienne, puisque nous sommes pratiquement 1000 ans avant Jésus-Christ. La Chine, nous sommes déjà dans un premier système de signes binaires. Ne me demandez pas très bien ce que ça veut dire, mais globalement, le yin-jing, eh bien, c'est cette première capacité à découper une information en données, oui, non, 0, 1, le yin, le yang, c'est bien, c'est mal. On est déjà 1000 ans avant Jésus-Christ. Alors évidemment, la science a beaucoup progressé. On va faire un saut, là encore, assez phénoménal dans le temps. 17e siècle, Leibniz qui invente l'arithmétique binaire. Donc déjà, cette capacité à gérer de la donnée, donc de l'information, par ce système simple, 0, 1, oui, non. Nous sommes au XVIIe siècle. On va basculer ensuite au XIXe siècle avec l'algèbre booléenne. J'ai beaucoup travaillé pour être capable de vous présenter Georges Boole, vous voyez, 1815-1864, la conceptualisation de cette algèbre qui va utiliser cette notion de binaire. Une information est soit vraie, soit fausse. Nous sommes en 1847, voilà, mais presque 200 ans. De manière technique, on en revient à ce qu'on a évoqué dans un premier épisode, la première machine capable de traiter cette information, le caractère binaire de cette information. Eh bien, nous en revenons à ce programme secret du Reich, ce calculateur mécanique, le ZUS Z1, qui ne marchait pas très bien à l'époque, donc qui a été abandonné au profit du Z3 dans les années 41. Bref, voilà, une première machine, une unité arithmétique qui va posséder un décodeur binaire décimal. Vous voyez, nous sommes dans les années 1938. Ensuite, la science va juste améliorer le système et nous resterons toujours sur cette notion d'arithmétique binaire. Et pour que nous puissions comprendre ces termes digital, numérique, c'est très simple. Qui dit numérique dit binaire, 0, 1 dans un univers numérique en droit français. En anglais, on dit digital. Donc vous entendez transformation digitale. En français, on dirait transformation numérique. Et le côté digital s'oppose au côté analogique, où le signal ne sera pas déjà encodé sous forme binaire de 0 et de 1. Ce sera un signal analogique. Voilà. Je vais m'arrêter à peu de choses près là sur cette notion de données numériques. Pour les juristes qui m'écouteraient aujourd'hui, il n'y a bien sûr pas de définition légale de ce qu'est une donnée numérique. On retrouve cette notion dans certains textes, on l'évoquera sûrement dans les prochains épisodes. Pour le faire en synthèse extrême, qu'est-ce que c'est qu'une donnée numérique? C'est une représentation en format binaire, 0, 1, de tout ou partie d'une information. On prend cette information, on la découpe en données binaires, et chaque donnée va être composée de 0 ou de 1. Bienvenue dans l'univers des données numériques. Dans notre réflexion information, message, signal, données, c'est le moment de faire une petite synthèse. Cette synthèse, pour rendre ce parcours un peu cohérent, donc l'information, cette notion subjective, un savoir, une connaissance, un renseignement que l'on obtient ou que l'on donne. Nous allons passer à la partie communication, bien sûr, derrière. Comment transférer cette information subjective? Eh bien, il faut un émetteur qui mette cette information dans un message. Ce message, on va le dématérialiser, ça deviendra un signal. Et ce signal va permettre de transférer cette information au profit d'un destinataire. Les fameuses étapes qu'on a vues dans un premier épisode sur cette notion d'information. En synthèse, l'information, pour qu'elle soit compréhensible, on l'encode dans une langue. Ensuite, on va encoder cette langue dans une écriture.
on va encore encoder cette écriture en format binaire. Ce format binaire va être encore encodé dans un signal. Et pour les plus acharnés d'entre nous ou les plus suspicieux de leur vie privée, eh bien, on est capable également d'encoder une nouvelle fois ce signal en le chiffrant. Chiffrement, déchiffrement, décryptage, nous y viendrons dans un prochain épisode. Voilà, donc cette problématique, ce mouvement perpétuel entre l'expéditeur et le destinataire, vous le voyez là, dans cette nouvelle salle de synthèse, eh bien, j'ai une information, je l'encode, j'ai un message que je peux émettre, c'est ça la communication, c'est ce transfert, jusqu'à sa réception du message par le destinataire qui lui-même va le décoder et va obtenir l'information. En espérant que bien sûr l'information expédiée soit bien l'information qui soit comprise par le destinataire. C'est un autre problème. Donc voilà, au final, vous pouvez prendre cette information dans un message numérique, dans un signal composé de données. Pour le rendre plus pragmatique encore, eh bien vous allez composer un fichier que vous allez transférer. Ce fichier est composé de données numériques qui en elles-mêmes n'ont aucun intérêt, mais ces données numériques ensemble vont composer ce fichier, ce message que vous pourrez transférer. Qu'il s'agisse de sons, d'images, de textes, de voix ou de l'ensemble de ces données. Voilà. Cette dernière salle de synthèse, vous le voyez là, toujours pareil, l'expéditeur va avoir une information subjective, il va la mettre dans un message composé de données, ce message est transformé en signal. Le signal va être transféré au profit de son destinataire, la boucle est bouclée. N'hésitez pas évidemment à me poser des questions par email, si vous êtes trop nombreux je n'y répondrai pas. Maintenant, j'essaierai d'y répondre, c'est promis. Maintenant, ce qui est intéressant de voir pour nous juristes ou pour vous qui êtes plus techniciens, pour faire une sorte de quadrature du cercle, cette notion d'information et de données, aujourd'hui, dans la loi, dans les lois applicables sur le territoire de l'Union européenne, nous avons une définition de ce qu'est un système d'information, parce que c'est bien ça la démonstration. J'ai des informations, je vais les faire traiter par une machine. Voilà, là je vous ai mis juste sur cette slide la manière dont sont composées nos lois aujourd'hui. Vous voyez, on va partir d'une directive européenne qui est de 2016, la directive dite Nice. Et la France a pris une loi, un décret, 2 arrêtés, plus un règlement de Bruxelles. Je n'insiste pas. Cette notion de système d'information, très concrètement, c'est un ordinateur, c'est un téléphone, c'est une tablette, c'est une montre connectée. Légalement, un système d'information, ce sera l'ensemble composé du matériel, des logiciels qui vont permettre de traiter cette information numérique et les data, les données numériques qui vont permettre de composer cette information. Eh bien, cet ensemble, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un système d'information. Bien sûr, de manière légale, on appelle ça un dispositif interconnecté dont plusieurs éléments assurent, en exécution d'un programme, un traitement automatisé de données numériques. Voilà. La boucle est bouclée. Aujourd'hui, un système d'information, c'est donc logiciel, matériel, plus data. Eh bien non, je vous propose de ne pas faire de pause et de passer à la conséquence logique de ce qu'on a pu voir sur cette notion d'information, cette notion de data. Comment, légalement, aujourd'hui, sur le territoire de l'Union européenne, pour les 27 États membres de l'Union européenne, comment va-t-on protéger les bases de données, ces bases de données numériques, comment ça fonctionne en droit? Là, vous avez Clément XVII, le petit roi de la nef des fous, qui vous le rappelle, effectivement, contrairement à ce qu'on lit dans beaucoup de contrats écrits par des professionnels qui sont censés être très bien informés, eh bien non, le droit de propriété sur des datas numériques, ça n'existe pas. Le régime légal, l'encadrement légal des bases de données est un texte qui est déjà assez ancien, puisqu'il est de 1996, une directive européenne qui a ensuite été transposé dans notre jargon de juriste, transposé dans une loi française. Vous avez ce texte aujourd'hui qui est accessible dans le Code de la propriété intellectuelle depuis 1998. Conceptuellement, c'est assez intéressant. Une base de données, au sens de la loi européenne, de la loi française, une base de données, c'est 2 choses. Une base de données, c'est un contenant, en réalité c'est un logiciel qui va vous permettre de prendre des données numériques et de les trier, de les classer, de vous en servir. La partie contenant de la base de données, le sac dans lequel vous allez mettre vos données, votre carnet d'adresses vierge, eh bien ça c'est une protection juridique sur laquelle
dont nous ne parlerons pas aujourd'hui. Ce qui nous intéressera plus, c'est la partie données. Quelles sont ces données que vous allez mettre dans ce sac? Votre carnet d'adresses, il est vide. Vous allez remplir votre carnet d'adresses depuis votre smartphone, votre ordinateur. Vous allez le synchroniser. Vous allez mettre des datas dans un sac, dans un logiciel. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment est protégée cette partie des données. Voilà, la partie logiciel, la partie contenant, toujours pareil, le contenant, le contenu. La partie contenant, c'est du droit d'auteur. On ne va pas s'appesantir là-dessus. Le régime est assez classique. Et il est bien dit dans cette directive que la protection du contenant, du logiciel de gestion de ces données, ce système de gestion de base de données, SGBD, pour celles et ceux qui s'en souviennent dans les années 90-2000, ce système n'impacte pas la protection des datas qui vont être dans le sac. Ce régime-là sera à part, et c'est ce régime que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Donc la protection du contenu des bases de données. Et vous voyez, le petit personnage de la Nef des Fous vous propose de vous asseoir, parce que l'explication est un peu technique quand même. Prenez votre temps. Nous allons parler d'un producteur. Qui sont les producteurs des bases de données? Quel est le critère légal? Pour voir ensuite, un peu rapidement, quels sont les droits qui sont accordés au profit du producteur d'une base de données. Alors, pour avoir la protection juridique, c'est-à-dire une capacité à monnayer la valeur des datas qui sont dans votre base de données, il faut prouver. Vous êtes le producteur d'une base de données, du contenu d'une base de données. Vous devrez pouvoir prouver que vous avez accompli un investissement, je cite, financier, matériel ou humain, substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif. C'est là où les textes juridiques sont parfois difficiles à aborder. Bref, qu'est-ce qu'on vous demande? Vous avez une base de données, vous êtes capable de prouver que vous avez acheté du matériel, vous avez investi dans du logiciel, vous avez des salariés qui vous ont permis de constituer ce contenu de cette base de données. Si vous prouvez cette notion d'investissement substantiel, eh bien vous pouvez prétendre être producteur du contenu d'une base de données et d'aller ensuite monnayer ce contenu. Si vous êtes producteur du contenu d'une base de données, vous avez deux droits très importants qui partent de cette notion de droit d'extraction. Ce sera une version un peu édulcorée du dispositif légal qui est compliqué, mais le concept est le suivant. Vous pouvez interdire ou autoriser le fait que quelqu'un vienne puiser ou vienne piller le contenu de votre base de données, ou vienne de manière plus hypocrite se servir de manière répétée et systématique de votre base de données, du contenu de votre base de données. Et je vous l'illustrerai par une jurisprudence extrêmement claire et assez récente pour faire la différence entre les deux. Donc le premier droit, on appelle ça, nous les juristes, le droit sui generis, ça fait trop chic, c'est un droit spécial, en fait particulier, propre au droit des bases de données, ça n'est pas du droit d'auteur, c'est un régime un peu similaire. Le producteur du contenu d'une base de données a le droit d'interdire l'extraction ou la réutilisation du contenu de cette base de données. Voilà. Mon carnet d'adresses n'est pas ouvert à tout le monde en dehors de respect de la vie privée. Imaginons que j'ai une liste de clients, je suis un site de e-commerce, eh bien je n'ai pas forcément envie que tout le monde vienne se servir de ma liste de mes clients. Donc je suis en mesure, moi, producteur du contenu de ma base de données, d'interdire judiciairement d'aller faire un procès à celui qui viendrait se servir dans mon sac de données. C'est ce qu'on appelle le droit d'extraction. Et pour vous donner cet exemple, cette jurisprudence qui a traité donc en 2017, d'une jurisprudence du tribunal de grande instance de Paris, eh bien voilà, le problème était le suivant, un site web qui cherche à faire des annonces dédiées à l'immobilier découvre un site concurrent. Parmi ces 28 millions d'annonces disponibles en ligne, 800 000 annonces concernaient des propriétés, des appartements, des immeubles, des terrains à vendre. Qu'est-ce qu'a fait le prestataire indélicat? Il est allé piocher dans cette énorme base de données de 28 millions d'annonces seulement les annonces qui l'intéressaient, qui concernaient l'immobilier. Eh bien, le site qui se fait piller sa grosse base de données d'annonces a dit « Regardez, ce prestataire indélicat fait une extraction d'un contenu, d'une partie substantielle du contenu de ma base de données. » Décision du tribunal de grande instance de Paris, non. 800 000 annonces, parmi 28 millions d'annonces, ça n'est pas une extraction d'une partie substantielle du contenu de la base de données du site web qui opérait ces 28 millions d'annonces. Donc, ce site web à 28 millions d'annonces perd sur cette partie-là. Le deuxième droit offert au profit du producteur du contenu d'une base de données, celui qui a fait son investissement matériel, humain et financier, eh bien ce même producteur peut interdire l'extraction
de manière répétée et systématique de parties non substantielles. Qu'est-ce que ça veut dire cette extraction répétée et systématique? Eh bien, pour vous le rendre là aussi très clair, cette même jurisprudence du tribunal de grande instance de Paris de 2017, le site web à 28 millions d'annonces constate que l'ensemble, la totalité des 800 000 annonces immobilières étaient toutes systématiquement recopiées en un bloc ou à chaque fois qu'il présentait au public de nouvelles annonces immobilières. Et là, effectivement, le tribunal de Paris a considéré qu'il y avait une extraction répétée et systématique de petites quantités de la base de données de 28 millions d'annonces. Il y avait bien un abus dans cette capacité à aller prendre du contenu dans une base de données. Le tribunal de grande instance de Paris est rentré en voie de condamnation. Et c'est donc le site entre particuliers qui a gagné contre le site qui n'était pas contrefacteur, pour prendre un terme juridique, mais bien qui était le site pilleur du contenu de sa base de données. Voilà. Alors ce qui est intéressant dans ce régime légal de protection du contenu de la base de données, c'est que si vous êtes producteur d'une base de données, vous pouvez parfaitement donner des licences, céder votre contenu, en attribuer un droit d'accès temporaire ou définitif. Tout ça s'écrit parfaitement dans des contrats. Le dernier point qui intéressera probablement les juristes, c'est une durée de protection qui est très particulière pour le contenu des bases de données, puisque vous n'êtes pas sur une durée de protection des droits d'auteur de 70 ans. Là, c'est une durée glissante de 15 ans à compter de la constitution de votre base de données. Et si vous enrichissez votre base de données de manière continuelle, vous pouvez prouver une continuité des investissements pour tenir à jour, c'est juste de la mise à jour du contenu de votre base de données. Et bien cette durée de 15 ans, spécifique au droit du contenu des bases de données, sera glissante, ce qui vous permettra, si vous tenez votre base de données à jour, d'obtenir une durée de protection quasi perpétuelle. Maintenant, nous sommes en France et nous allons aborder, en anticipant un tout petit peu un prochain épisode, le risque de sanctions pénales. Car en France, s'il y a des droits, il y a toujours des sanctions pénales. Nous sommes réputés dans le monde pour avoir le code pénal le plus fourni. Si vous ne respectez pas les droits du producteur de la base de données, du contenu d'une base de données, eh bien vous risquez quand même 300 000 € d'amende et 3 ans de prison. Vous voulez plus de détails, je vous invite à vous référer à mon blog, ledieu-avocat.fr. Vous trouverez cette présentation beaucoup plus détaillée avec beaucoup plus de jurisprudence, libre d'accès. Vous n'hésitez pas à cliquer pour aller vous documenter, pour améliorer votre connaissance de la protection du contenu des bases de données. Voilà, maintenant je vous sens fatigué, moi aussi je suis comme vous, je suis épuisé par toutes ces informations. Je vous propose qu'on arrête là cet épisode. Je vous remercie de votre attention pour cet épisode, données numériques, la protection du contenu des bases de données, comment ça marche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas par email, mmaledieu@constellation.lo. Je vais bien sûr faire en sorte d'être plus agréable que mon petit personnage de la Nef des Fous. Maintenant que nous avons fait cette synthèse information, message, signal, données, je vous proposerai dans un prochain épisode une digression un peu mystérieuse avec ce personnage de Odin, une bande dessinée assez remarquable sur information et renseignement. Nous verrons en partie le droit du renseignement, qui sont les services de renseignement et comment cette notion d'information est appréhendée par les services de renseignement. Voilà, je vous remercie et je vous dis à une prochaine fois.